Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global. Vous l'aurez compris, nous sommes toujours sur Radio Anthropocène, toujours au Collège Truffaut, toujours le 9 octobre 2024 dans le cadre de la Semaine du climat. Et nous allons parler de surchauffe urbaine. Les températures dans les villes sont considérablement plus élevées que celles des zones rurales en raison d'un phénomène appelé effet d'îlot de chaleur urbain. Nous en parlerons un peu plus tard dans le détail. Par ailleurs, l'activité humaine et l'industrie génèrent de la chaleur et les grandes villes bloquent ou ralentissent les vents naturels. Pris ensemble, ces facteurs rendent les villes plus chaudes de plusieurs degrés. Les scientifiques nous disent qu'avant la fin de ce 21e siècle, 2 personnes sur 3 vivront dans des espaces urbains où la chaleur excessive jouera un rôle critique dans leur vie. L'augmentation de la chaleur urbaine est un facteur important dans presque tous les aspects de la vie urbaine, y compris la santé, la qualité de l'air, la demande énergétique et l'équité sociale. De plus, l'impact économique d'une surchauffe urbaine incontrôlée serait stupéfiant. Mais, il y a toujours un mais, il existe des stratégies éprouvées pour atténuer la chaleur urbaine. Et parallèlement, la ville ancienne et les Suds ont beaucoup à apprendre pour habiter un présent en surchauffe. Donc pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités, deux invités sur le plateau en direct. Yasmine Bouaga, maire du 1er arrondissement de Lyon. Bonjour. Bonjour. 1er arrondissement qui est un quartier exceptionnellement dense, ancien et dense. Alain Vargas, architecte, cofondateur de l'agence Tectonique. Bonjour. Bonjour. Une agence qui, dès le départ, a mis en œuvre une architecture soucieuse des milieux. Et puis, depuis Alger, Kamel Rigui, bonjour. Bonjour. Qui est architecte des biens culturels immobiliers à la direction de la culture de la Wilaya d'Alger. Bonjour. J'ai une première question, Alain Vargas. Quels sont les principes fondamentaux de la thermodynamique, parce qu'on parle de chaleur. En bref, d'où provient la chaleur des températures? En bref, d'une multitude de causes qui sont cernées, qui sont en premier lieu liées évidemment aux problématiques d'insolation, donc la présence du soleil et l'échauffement qu'il produit selon les saisons. Et ces effets du soleil sur notre environnement direct qui restituent tout ou partie de ce réchauffement produit par le solaire. On a évidemment aussi une chaleur provenant du sol lui-même, puisque vous le savez, on est quand même sur un brasier général d'une certaine manière, mais c'est comparativement aux apports solaires, c'est moins sensible, on va dire, directement par les milieux dans lesquels nous habitons, sauf certains, on pourra en reparler peut-être. Et puis, bien évidemment, tout le reste qui provient en fait des activités humaines, qu'elles soient par les machines qui sont utilisées, les transports, tous les outils que les hommes mettent en œuvre, toutes les énergies fossiles qui sont consommées et qui produisent évidemment du réchauffement de façon générale. Donc voilà, les deux grandes familles, solaires et par ailleurs effectivement les activités humaines. Et quand on parle d'îlot de chaleur urbain, qu'on soit un peu précis sur ce que ça veut dire. Ça signifie qu'on observe, en tout cas dans des concentrations urbaines qui peuvent être variables selon leur densité, leur hauteur, leur insolation, leur position par rapport à des facteurs minorants que seraient par exemple l'air, le vent, la pluie, ce genre de choses, le végétal bien évidemment. On observe des secteurs d'agglomération relativement denses souvent, qui concentrent une grande quantité de chaleur, soit parce qu'effectivement elles y sont très soumises, soit qu'elles en produisent beaucoup, soit qu'elles ont du mal à s'en séparer, c'est-à-dire qu'elles ont une certaine inertie thermique qui fait que les espaces urbains, souvent minéraux, conservent les températures chaudes et les restituent plus ou moins rapidement, donc selon les saisons et selon le niveau d'insolation.
Donc on appelle ça des îlots de chaleur. Aujourd'hui, on sait que c'est multifactoriel, hein, bien évidemment, mais on l'apprécie à l'aune, on va dire, du confort ou de l'inconfort produit sur la qualité de vie quotidienne. Vous l'avez évoqué, la question de l'air, la question de la pollution, la question du ressenti en milieu urbain. Mais cette terminologie, en tout cas, je vous remercie pour ces précisions, m'a toujours paru un peu étrange, hein, parce que j'ai plutôt le sentiment qu'on parlait d'îlot de fraîcheur. C'était quelque chose qui a traversé aussi l'histoire de l'architecture et l'histoire de la ville. Je pense à la ville arabe en particulier, celle qui a pu être mise en œuvre, par exemple, dans le sud de l'Espagne, à Grenade, où on avait ces jardins intérieurs, où il y avait la question de l'eau et la question du végétal, mais on l'abordera plus tard. Yasmine Bouaga, nombre de villes dans le monde ont pris la mesure, évidemment, du problème qui est déjà là, hein, pas simplement qui s'annonce. New York a engagé plus de 100 millions de dollars pour mettre en œuvre son programme Cool Neighborhoods. Los Angeles a établi de fortes exigences en matière de toiture fraîche. Durban a entrepris une étude complète sur la chaleur urbaine, où elle se situe. Ils ont cartographié en fait cette question-là. Athènes, Barcelone, Paris ont également cartographié la chaleur, mais aussi les endroits où elles ont des populations vulnérables. De ça aussi, on en parlera plus tard. Tokyo a posé des kilomètres de chaussées froides réfléchissant le soleil. Et Lyon figure au programme des 100 villes climatiquement neutres de la Commission européenne depuis 2022. Donc, comment cela se traduit-il dans cette ville ? Alors, il y a un petit peu deux questions. Il y a la question de la gestion de la chaleur et il y a la question de l'atténuation de ce qui cause cette surchauffe. Et la question de la gestion de la chaleur, elle a été prise en compte à Lyon depuis longtemps, puisque c'est une des villes en France qui est les plus concernées par le réchauffement climatique et l'intensification des vagues de forte chaleur, des canicules, en période estivale en particulier. Et donc... ça a amené à s'interroger sur la place du végétal en ville, puisqu'on s'est rendu compte que la surbétonisation, la surbitumation faisait qu'on aggravait la chaleur en milieu urbain dense, alors qu'à l'inverse, avoir des espaces verts permet par l'évapotranspiration, d'assurer un peu de fraîcheur. Donc on s'est rendu compte de ça à Lyon et depuis 2020, on a décidé d'accélérer la végétalisation de la ville, la débitumisation de la ville. Il y a aussi une réflexion sur les méthodes pour refroidir. Donc Lyon, c'est une ville qui a non seulement cartographié les îlots de chaleur, mais qui a aussi développé un réseau de froid urbain. Donc développer des méthodes pour rafraîchir les bâtiments qui soient aussi sobres en énergie, sachant que parmi les causes de la surchauffe, vous avez indiqué qu'il y a les appareils qu'on utilise et la climatisation, en fait, en fait partie. Et donc, c'est aussi une problématique de maladaptation qu'il faut qu'on prenne en compte et qu'on arrive à gérer en ville. On ne peut pas répondre au problème de la surchauffe par un déploiement non régulé de la climatisation parce qu'elle aggrave, en fait, l'effet îlot de chaleur. Et donc, il y a un vrai enjeu à trouver des techniques pour rafraîchir les bâtiments qui n'aggravent pas l'effet de surchauffe et quand on doit utiliser la climatisation, des manières d'évacuer l'air chaud qui permettent de réduire les nuisances et ne créent pas une pollution thermique dans la ville. Oui, alors on reviendra sur ces questions de la manière d'évacuer l'air chaud à l'intérieur, de le rejeter à l'extérieur autrement que par la climatisation au sens des appareils de climatisation tels qu'on les voit aujourd'hui dans le commerce. Parce que ça fait très longtemps que l'histoire de l'architecture, qu'elle soit vernaculaire ou non vernaculaire, s'intéresse et a trouvé des solutions en ce sens. Mais on le verra un tout petit peu plus tard. Kamel Righi, vous conduisez un travail d'analyse sur la Casbah d'Alger, en vue de son maintien patrimonial. Et vous avez une posture qui est tout à fait intéressante, puisque votre intérêt porte sur les immeubles qui tiennent le coup malgré les fluctuations climatiques, et en particulier. Et sachant, je veux juste apporter un point de précision, les fluctuations climatiques, ce ne sont pas que
les épisodes caniculaires, mais c'est aussi des variations brutales. Hein. Donc, des périodes grande sécheresse, grande inondation. On le voit d'ailleurs, l'Europe est traversée en ce moment par différentes tempêtes, hein, et on a des niveaux de quantité de pluie qui sont absolument anormales. Est-ce que, avant de rentrer dans qu'est-ce qui est robuste dans cette Casbah d'Alger, est-ce que vous pourriez nous en parler de ce quartier qui, je crois, est né au Xe siècle, hein, et avec les Berbères. Donc, c'est une histoire longue, et j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu rêver sur ce terrain. Alors, ce qu'on appelle aujourd'hui la Casbah d'Alger, au singulier, recèle plusieurs réalités au pluriel. Et donc, concernant le site d'implantation où se trouve actuellement la Casbah d'Alger, il a été au moins occupé à l'ère punique. Maintenant, la Casbah d'Alger, donc c'est une médina, hein, finalement, qui se retrouve noyée dans l'urbanisation post-industrielle jusqu'à arriver aux installations contemporaines. Elle a été reconnue comme étant patrimoine national, puis inscrite sur la liste du patrimoine de l'humanité, de l'UNESCO. Donc, grosso modo, il s'agit d'un tissu organique, compact, qui recèle une architecture, en fait, une stratification, hein, d'architecture allant de l'époque pré-ottomane, ottomane, puis l'époque de l'occupation française. Et voilà, en gros, la présentation de la Casbah d'Alger. Et alors aujourd'hui, quel est l'état des lieux justement qu'est-ce que vous pouvez observer de ce tissu urbain particulier, hein, et architectural, et qui peut répondre, qui est résilient finalement aux aléas climatiques que l'on rencontre aujourd'hui, parce que les températures augmentent partout, elles augmentent évidemment à Alger également, bien que vous ayez une très grosse expérience des climats déjà chauds depuis très longtemps. Alors, selon certains chercheurs, on dit que la ville de Lyon aura l'actuel climat d'Alger dans pas très longtemps. Oui, tout à fait, oui. Et si on fait des apprentissages en se dirigeant vers le sud, nous, au niveau de la partie côtière de l'Algérie, on a intérêt aussi à apprendre de ce qu'on appelle les qsor, c'est-à-dire les établissements du désert, où ils sont vraiment au milieu extrême. Mais pour revenir à la Casbah d'Alger, ce que j'ai pu observer dans le cadre de mes recherches actuelles, c'est que toutes les études, pratiquement toutes les études, que ce soit des études académiques ou des études portant mise en place des instruments d'urbanisme ou de sauvegarde du patrimoine, s'intéressent essentiellement à l'aspect de dégradation physique du tissu dans sa composante urbaine et architecturale. Or que très peu d'études s'intéressent aux bâtiments qui se portent jusqu'à présent dans un relativement bon état. Et c'est justement ici où se situent tous les enseignements, les apprentissages qui pourraient nous servir pour mieux gérer cet avenir en surchauffe. Et alors, c'est justement dans le cadre de ces observations, de cette enquête, de ces travaux de recherche, est-ce que vous avez déjà des pistes ? Alors, peut-être on peut organiser les pistes au moins à 3 échelles. Je pourrais partager avec vous 2 échelles. Donc, à l'échelle urbaine, les espaces urbains d'une médina, malgré les transformations opérées lors des premières années de l'occupation coloniale. Alors peut-être très brièvement, à l'échelle urbaine, le dimensionnement et la configuration des espaces urbains marqués par leur caractère compact permet
des surchauffes, permet aussi de ventiler le tissu urbain. Les passages, les rues couvertes qu'on appelle les sabbats offrent aussi de l'ombrage et atténuent les surfaces exposées aux rayons du soleil, justement. Le système des fontaines qui était alimenté notamment vers le dernier siècle, l'occupation ottomane par des aqueducs, donc offre des espaces de rafraîchissement, mis à part des lieux de rencontre et d'échange des organisations habitantes. Puis si on passe rapidement à l'échelle architecturale, le type de maison introvertie à patio, la nature des matériaux utilisés, le dimensionnement des murs, le système de ventilation. D'ailleurs, c'est vraiment dommage qu'un certain André Ravero, qui a beaucoup travaillé sur l'architecture de la Casbah et celle de la vallée du Mzab, ne soit pas vraiment connu, ouais. Notamment en France. Hein, et pourtant, c'est une star en Algérie. Hein, il a beaucoup travaillé sur les détails. Il a un peu décrypté cette robustesse, sans l'appeler comme ça, de la typologie de la maison traditionnelle d'El Jazair, c'est-à-dire d'Alger, de la Casbah. Oui, je vous remercie. Puis là, vous avez parlé d'André Ravero. Effectivement, nous on le connaît au travers de un de ses grands admirateurs, c'est Gilles Perrodin, qui est un architecte lyonnais d'ailleurs. Enfin, aujourd'hui, il est plutôt installé au Sénégal, mais André Ravero, il l'a fait connaître en France. Alors justement, Alain Vargas, on vient de parler brièvement, et je vous en remercie, de la Médina, la Casbah d'Alger. Ici, on est sur les pentes de la Croix-Rousse. C'est un des deux quartiers les plus anciens de Lyon, et qui est une zone de protection du patrimoine urbain et paysager depuis 30 ans maintenant. Depuis 1994. Et on l'a compris, ce périmètre, c'est justifié à la fois par l'unité du site, son identité bâtie, l'histoire, la densité, sa population. Est-ce que vous pouvez nous décrire là aussi, comme l'a fait Kamel Rigui pour la Médina, quelle est la typologie urbaine et architecturale de ce quartier de Canu, hein? Déjà rappeler que c'est probablement un des quartiers les plus denses d'Europe, de façon générale, qui est effectivement historiquement un quartier originellement voué à l'activité humaine. Hein. On en a parlé, vous en avez parlé tout à l'heure dans les immeubles ateliers les immeubles ateliers qui avaient une particularité d'être des immeubles de rapport, ce qu'on appelait des immeubles de rapport, voilà, qui n'avaient qu'une dimension résidentielle secondaire, on va dire, hein, et tournés essentiellement vers le travail. Et donc ça a configuré des espaces particuliers, tant dans la morphologie urbaine que dans la typologie des habitations de travail elles-mêmes. La morphologie urbaine est assez simple. On construit dans la pente, on construit avec une extrême densité, on construit très haut. On a des immeubles qui sont extrêmement hauts, avec des largeurs de voies qui sont extrêmement réduites, puisqu'on peut trouver des voies qui font 6-7 mètres de... Alors, juste une précision, quand vous dites très haut, c'est quoi? C'est 27, 29 mètres. Ok, et puis les hauteurs sous plafond sont particulièrement élevées pour une raison... C'est la deuxième échelle. C'est la deuxième échelle. C'est-à-dire qu'à ce tissu urbain dense qui met en relation, et notre collègue d'Alger notait certaines particularités de cet urbanisme-là. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des rues qui sont extrêmement étroites, et l'ensemble de ce quartier est traversé de venelles qui parcourent dans la pente, traversant les immeubles, permettant d'abriter les circulations des travailleurs de l'époque, des soyeux, des canuts, pour se rendre voilà, de leur lieu de travail au lieu où ils devaient livrer, on va dire, leurs ouvrages. Donc là, pour cette fois, c'était pas s'abriter du soleil, mais c'était plutôt s'abriter de la pluie et raccourcir les trajets. Et à l'échelle des logements eux-mêmes, on se retrouve avec des types de volumes habitables, on va dire, un peu particuliers, puisqu'en moyenne, on va dire que le logement Canu, c'est autour de 4,20 mètres de hauteur sous plafond, qui s'explique essentiellement par la taille du métier à tisser, du métier jacquard, hein,
qui justifiait une très grande hauteur et qui permettait accessoirement, d'une part, d'habiter le fond du logement, qui donne lieu aujourd'hui à des réadaptations au titre de mezzanine habitable ou pas habitable des fois, on doit le dire, puisque parfois on se trouve même en dessous des hauteurs véritablement habitables. Mais la particularité, c'est que pour pouvoir éclairer ces lieux de travail dans des volumes aussi hauts, dans des urbanismes aussi denses et dans des rues aussi étroites, on se retrouve avec des menuiseries vitrées qui sont de proportions extrêmement grandes en réalité par rapport à beaucoup d'autres habitats. Et on peut le comprendre, il fallait essayer de faire rentrer le maximum de lumière naturelle. Et à l'époque, sans trop de soucis de se protéger de l'ensoleillement ou de l'insolation directe, puisque je dirais, la forme même urbaine, la coupe même, si vous prenez 2 immeubles de 27 mètres de haut à 8 mètres de façade les uns des autres, vous vous rendrez compte que le soleil arrive assez peu, d'une certaine manière, dans beaucoup d'endroits de cet urbanisme-là. Je vous remercie, Yasmine Bouega. Donc, vous êtes maire d'un arrondissement donc, qui a beaucoup de ces architectures dont on vient de parler, que Alain Vargas vient de décrire. C'est un quartier protégé. Et aujourd'hui, c'est un quartier qui doit aussi, j'imagine qu'il y a une demande habitante de s'adapter à à la thermique qui est en pleine évolution. Comment ces choses remontent dans votre bureau et quelle réponse vous pouvez apporter, tirailler entre ces deux choses, l'adaptation et la protection? Alors c'est effectivement tout l'enjeu, tout l'équilibre. On a un quartier qui présente, comme Alain Vargas l'a expliqué, des spécificités architecturales qui peuvent être intéressantes au regard des enjeux climatiques, au regard de la protection contre la chaleur, le fait d'avoir des rues ombragées parce qu'elles sont étroites, des traboules qui permettent d'échapper au soleil en période de forte chaleur, c'est un atout. Néanmoins, le fait d'avoir des grandes fenêtres, c'est aussi une vulnérabilité du logement qui est très exposée, qui peut être très exposée au rayonnement solaire, même parfois au rayonnement solaire indirect, c'est-à-dire qui se réfléchit sur la façade d'en face et qui revient sur le logement. Par ailleurs, vous l'avez dit, hein, l'habitat en mezzanine, qui est très court en fait dans le quartier, fait qu'on peut parfois avoir sa chambre dans un volume qui est à la fois petit, en hauteur par rapport à son logement et qui concentre la chaleur, ce qui pose de vraies questions d'habitabilité. Et de comment on va s'adapter. Et donc c'est tout un travail qui est fait donc dans un quartier protégé au titre du patrimoine, donc il est classé à l'UNESCO, il y a un secteur patrimonial remarquable, et donc il faut respecter les caractéristiques esthétiques des façades et respecter une certaine un certain identité historique du quartier, ce qui est une contrainte mais pas un obstacle. C'est-à-dire que par exemple pour les protections solaires extérieures, on peut voir, à mon sens, on doit, pour la décence des logements, en installer. Pour des raisons esthétiques, on ne peut pas installer n'importe quel volet. Il faut installer des brise-soleil qui sont en plus une particularité architecturale aussi du quartier, qui présente un intérêt aussi, c'est de pouvoir laisser passer la lumière. Donc on n'est pas obligé d'être dans le noir quand on se protège du soleil. Avec cet exemple du brise-soleil, de même, par analogie, réfléchir aux différentes modalités qui permettent de se protéger de la chaleur. C'est un travail qu'on mène au niveau de la ville avec l'architecte des bâtiments de France. Et comme vous l'avez dit, on est interpellé sur le sujet. Là, en ce moment, il y a une mobilisation importante menée par des locataires qui se sont constitués en syndicats de locataires. Il faut savoir qu'on est à plus de la moitié des habitants qui sont locataires et qui réclament que les propriétaires fassent les travaux nécessaires pour les protéger des problématiques de chaleur en été et de déperdition de chaleur en hiver. Donc le coût d'une passoire thermique en hiver et l'impact aussi sanitaire d'une bouilloire thermique en été. Et donc ce syndicat de locataires nous interpelle pour savoir ce que nous, comme pouvoir public, pouvons faire auprès des propriétaires pour
permettre que les logements soient véritablement habitables et qu'ils ne menacent pas, qu'il n'y ait pas de menace sur la santé des personnes qui les occupent. Donc il y a un vrai enjeu sanitaire à faire reconnaître. Le règlement sanitaire sur la décence des logements a un certain nombre de préconisations ou de réglementations sur lesquelles on peut s'appuyer, mais qu'il convient désormais de davantage développer par rapport à cet enjeu de protection contre les fortes chaleurs qui jusqu'ici était très peu pris en compte dans la réglementation sur l'habitat en France. Ça va peut-être changer, je n'en sais rien. On y travaille. Vous y travaillez, j'en suis certaine. Kamel Rigui, dans votre étude sur la Casbah d'Alger, vous faites aussi des parallèles avec d'autres quartiers préservés, dont le Vieux-Lyon, qui donc est à Lyon, qui grâce à la loi Malraux devint en 1964 le premier secteur sauvegardé de France. C'est une particularité. Qu'est-ce que vous avez pu y voir justement dans ce quartier du Vieux-Lyon qui a pu par itération vous permettre de continuer à progresser sur le travail sur la Casbah d'Alger? Alors, ce travail on va dire non pas de comparaison de réalité urbaine entre les deux villes, entre les deux centres-villes, entre les deux noyaux. C'était pas comparer les deux noyaux, mais c'était plutôt comparer justement les dispositifs mis en place par les pouvoirs publics. Et vous savez, en même temps que l'Algérie avait décroché son indépendance, il y a eu la loi Malraux justement. Oui. On est autour de juillet-août 62. Et à l'époque, quand j'avais entamé cette étude comparative, on est autour de 2012-2013, mon objectif, c'était d'essayer de comprendre le dispositif des secteurs sauvegardés, justement, amorcé par la loi Malraux, avec le dispositif qui était en cours de mise en place par l'actuelle loi algérienne sur la protection du patrimoine culturel, qui date de 98, et dont les textes d'application ont été publiés vers 2003-2006. Alors, grosso modo, ce que j'ai pu constater quand je compare les deux dispositifs déployés, dont un très riche par une expérience assez épaisse, qui date, 62 jusqu'à présent, j'ai pu constater déjà l'allègement des procédures de prescription et de publication et de mise en œuvre des plans de sauvegarde français par rapport au début. En moyenne, les approbations des plans de sauvegarde sont passées de 10 années pour approuver une étude à 2 ans dans le dispositif français. Et donc, j'avais vraiment intérêt de comprendre le dispositif français pour un peu proposer des améliorations au dispositif qui est actuellement en cours de mise en place en Algérie. Peut-être la chose la plus importante que j'ai pu retenir dans cette étude comparative, c'est que le plan de sauvegarde et de mise en valeur version française est quand même porteur d'un projet urbain. Or que le plan de sauvegarde version algérienne, c'est resté un document à caractère réglementaire, comme un plan d'occupation des sols ou un PLU, si vous voulez. Donc, c'est plus les aspects opérationnels de mise en œuvre que j'ai retenu par rapport à cette comparaison. Juste une petite, à titre additionnel, j'avais un peu le choix. Il fallait que je choisisse un secteur sauvegardé de longue date, justement, pour voir l'évolution du dispositif français. Et j'avais un peu le choix entre le quartier du Marais à Paris, qui a été inscrit aussitôt que le Vieux-Lyon, et le Vieux-Lyon, justement. Et les trois sites, que ce soit le Marais ou, comme vous venez de l'indiquer, ou le Vieux-Lyon ou à la Casbah, ont ce point en commun d'être un patrimoine de l'humanité et ont une valeur universelle exceptionnelle. Et donc, j'ai directement opté vers le Vieux-Lyon parce que j'ai pensé que, si on veut, l'échelle et l'importance des deux centres étaient peut-être comparables à travers la lunette des dispositifs déployés. Voilà, en gros. Je vous remercie. Alors, Marias,
Et je vous cite, culture, tradition, technique de construction empirique ou savante ont tout au long des siècles permis aux humains de vivre le plus confortablement possible, en étroite relation avec leurs environnements et les climats qui les caractérisent. C'est une phrase longue, elle est de vous. Elle est de vous parce que vous avez travaillé, vous êtes intervenu pour Cité Anthropocène il y a 1 an et demi, je pense, dans le cadre d'un travail, d'une enquête à Arles, sur un bâtiment en particulier, en tout cas pour les rencontres de la photographie d'Arles, qui est un grand événement culturel qui subit des canicules répétées et donc qui oblige certains de ces sites à fermer, sachant que l'économie estivale de Arles repose beaucoup sur cet événement que sont les rencontres de la photographie. C'est assez dramatique et donc vous aviez fait un état des lieux d'explicitation des outils passifs dont nous disposions pour abaisser la température de l'air, des masses construites et des corps. Et est-ce qu'on peut en évoquer certains de ces outils passifs ? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est passif ? Des outils passifs. Passif, il y a une ambiguïté, puisqu'effectivement, ça voudrait dire que ça n'agit pas si on considère que c'est passif, mais au contraire, c'est à mettre au regard de ce qu'on pourrait appeler des technologies actives. On en a évoqué tout à l'heure, les machines de climatisation, les pompes à chaleur qui rafraîchissent l'air directement par des moyens mécaniques. Voilà. Et donc passif, c'est l'inverse, ou en tout cas partiellement, c'est-à-dire qu'on cherche à trouver des moyens qui soient le plus possible neutre en consommation énergétique. Puisqu'on le sait, aujourd'hui, les problématiques liées aux périodes caniculaires, de façon parfois exceptionnelle, mais sur les durées de périodes de canicule, on se rend compte qu'elles augmentent et qu'elles sont plus fréquentes. Et on se rend compte aujourd'hui que dans nos milieux urbains, en tout cas, les besoins énergétiques liés au traitement de rafraîchissement de l'air ont tendance à supplanter ceux liés aux moyens de chauffage en période hivernale. Donc il y a un dispositif qui est inversé. Vous l'avez dit, Delphine Waga, la réglementation relativement récente prend en compte aujourd'hui la thermique d'été, dite la thermique d'été, et donc on essaye de le faire évidemment sans produire des contre-effets non productifs, si j'ose dire, qui seraient les consommations énergétiques encore croissantes, qui contribueraient, vous le savez évidemment, à des paramètres de réchauffement climatique indirectement, avec les émissions de gaz à effet de serre qui y sont liées, et effectivement des moyens qui soient les plus pragmatiques et constructifs, les plus simples possibles, visant non pas probablement dans un premier temps à faire baisser la température de l'air directement, on va dire, mais plutôt à faire baisser le ressenti de ces températures sur les corps humains, ce qui sont deux choses différentes. Vous pouvez avoir 45 degrés dehors, mais si sur certains effets, on va dire, techniques, vous pouvez avoir une température ressentie qui fait chuter cette température physiologiquement, on va dire, de plusieurs degrés. Donc, ce qu'on cherchera par ces moyens passifs dans un premier temps, c'est effectivement à améliorer le confort. Donc, l'impression de confort, la sensation de confort, et on sait que c'est extrêmement important. Alors, il y a des exemples très classiques que vous connaissez sans doute, ce qu'on appelle par exemple des brasseurs d'air, qui sont des ventilateurs placés en plafond et qu'on a vu dans les architectures dites tropicales, qui en fait produisent un mouvement d'air tel qui, lorsque cet air circule le long du corps avec des vitesses relativement élevées, parce qu'il faut déplacer pratiquement 1 mètre seconde pour que ce soit sensible, produisent, comme pour les végétaux, un phénomène d'évapotranspiration sur le corps, ce qui fait que votre propre transpiration, en s'évaporant, abaisse la température de surface de votre corps. Et donc, on parle de température ressentie, puisque l'air, lui, est toujours à 45 degrés, qu'on le veuille ou non. Donc ça, ce sont les moyens les plus simples. Et là, on a
l'histoire de l'architecture recèle d'un certain nombre de dispositifs de ce genre qui ont historiquement la vertu d'être relativement efficaces, on le sait, mais qui conjoncturellement, malheureusement, ne correspondent pas aux différentes réglementations en vigueur, puisqu'il est assez difficile scientifiquement de pouvoir garantir ces effets sur les corps humains. Voilà. Donc, on peut citer ces choses très simples, les brasseurs d'air. On le sait dans les volumes qui sont, par exemple, les volumes des logements Canut avec 4,20 mètres sous hauteur, on a une stratification de l'air chaud en hauteur. Il suffit de brasser cet air, de le rediriger vers les corps dans la partie inférieure du volume pour améliorer la température ressentie, on va dire, là aussi. Il y a des choses qui sont très anciennes aussi, mais si je prends le brasseur d'air, vous preniez l'éventail, ça n'est rien d'autre qu'un brasseur d'air manuel. Hein, vous agitez de l'air, vous passez ça devant votre corps, et donc la vitesse de l'air passant sur votre peau rafraîchit cette peau, évacue les calories qui sont sur la peau. Bon. Mais il y a d'autres dispositifs plus anciens, ce qu'on appelle par exemple des puits canadiens, aujourd'hui bizarrement, mais qui sont en fait des puits provençaux pour ce qui concerne la France, mais qui sont aussi des puits romains, qui exploitent le fait qu'on fait circuler de l'air dans des canalisations sur de l'eau en terre cuite, dans un premier temps en terre cuite, des tuyaux de terre cuite qui sont disposés dans le sol, sachant que le sol a en moyenne une température moyenne plus basse que celle de l'air. Hein. Dès qu'on descend à 80 cm, 1 mètre, 1 mètre 20, on avoisine des températures de l'ordre de 14-15 degrés, donc avec un différentiel qui est extrêmement important. Et l'air qui va circuler dans ces canalisations se refroidit, là aussi, souvent il y a de l'humidité du sol, donc l'humidité par évapotranspiration baisse aussi la température, et cet air qui donc va se rafraîchir en passant dans le sol par rapport à la température d'air extérieur cette fois-ci, va pouvoir être extrait et insufflé, on va dire, dans des logements ou dans des habitats quels qu'ils soient, et contribuer là aussi à une amélioration du confort réel. Avec là aussi la difficulté de garantir des températures scientifiquement contrôlées, ce qui est un problème aujourd'hui dans les différentes réglementations où on nous demande, nous architectes, mais ingénieurs et maîtres d'ouvrage publics, la plupart du temps, de respecter des consignes de température qui sont objectivement sans moyens actifs, cette fois-ci, non garantissables. Voilà. Donc c'est un vrai problème pour la mise en œuvre de ces dispositifs, puisque souvent on est obligé de doubler, c'est-à-dire qu'on met des moyens passifs et on va rajouter une climatisation par-dessus. Parce que on vit une époque formidable. Hein, ouais, ce genre de choses. Je vous remercie justement, Kamel Rigui, des solutions qui ont été évoquées par Alain Vargas. Vous les connaissez très bien. Vous avez évoqué André Ravero, son travail sur le MZAM, mais évidemment d'autres endroits en Afrique, au Moyen-Orient, etc. Ça faisait très très longtemps qu'on utilisait ces techniques. Est-ce que là aussi, aujourd'hui, en Algérie, à Alger par exemple, ces techniques peuvent être remobilisées ou se cognent-elles, elles aussi, contre une réglementation qui vient les freiner, voire les empêcher ? Alors, un des vrais problèmes chez nous, c'est peut-être ailleurs aussi, hein, c'est cette notion de sectorialité. Parler de réglementation singulière, généralement, ça renvoie à un secteur. Après chaque secteur, il a sa réglementation. Maintenant, peut-être que moi, j'insisterai plutôt sur les enseignements que peut nous apporter l'architecture et l'urbanisme traditionnel qui nous est parvenu jusqu'à aujourd'hui. Peut-être j'ai omis de rajouter un point que j'avais retenu quand j'ai comparé les deux dispositifs lyonnais et algérois. C'est l'importance justement du travail de l'inventaire. Parce que inventorier le patrimoine, même si les visées sont, on va dire, strictement patrimoniales, ça nous permet de connaître dans le détail les techniques, les savoir-faire,
et finalement la sagesse des bâtisseurs de cette architecture. Maintenant, le monde entier est dopé à l'injonction de la performance, y compris la réglementation. Et pour pouvoir changer peut-être progressivement la tendance, même si ça relève de l'urgence, moi j'insisterai peut-être sur la connaissance de cet héritage, et deux, la sensibilisation des décideurs, des maîtres d'ouvrage, des maîtres d'œuvre, des écoles, de la société civile, des citoyens, des générations futures, sur l'importance de ne pas, par exemple, imperméabiliser les sols. Des choses aussi simples que ça. Je ne sais pas si ça apporte quelques éléments de réponse à votre... Si, vous répondez parfaitement à la question que je pose, mais parmi les questions, justement, Yasmine Bouaga parlait tout à l'heure d'occulter les fenêtres et fermer les fenêtres plein sud, par exemple, en plein été. Enfin, bon, des gestes assez simples. Alors justement, je voulais terminer, il nous reste un quart d'heure sur cette question de nous, c'est la question de notre espèce. Et je repensais à ce livre que nous avons édité, enfin coédité, ce livre d'Eric Klinenberg qui s'appelle Canicule, qui s'appuie sur une analyse très fine d'une canicule très importante en 1995 à Chicago, et qu'il avait alerté parce qu'il y avait une surmortalité. Donc il a voulu documenter cette question de la surmortalité liée à un épisode caniculaire, et il démontre dans son livre qu'un certain nombre de formes de rupture sociale ont contribué au taux très élevé de mortalité, de surmortalité. Et je me suis dit, de Lyon à Alger, quelles sont les pratiques en fait favorisées par les formes urbaines denses que l'on connaît. On a évoqué la Casbah d'Alger, mais on pourrait évoquer le Vieux-Lyon ou les pentes de la Croix-Rousse, et qui sont finalement, qui résistent, qui permettent justement à des infrastructures sociales de résister en fait à ces moments-là. Tout à l'heure, on a évoqué le patio, la fontaine, la question des espaces publics, les espaces protégés, les arcades, etc. Est-ce que finalement, ça aussi, au-delà des lieux que peuvent être des églises, des bibliothèques, des musées, voilà, des extensions des parcs, évidemment, des jardins, des piscines et des extensions d'ouverture. Voilà, qu'est-ce que ces quartiers, ces formes de ville nous apportent comme supplément possible à la question totalement domestique et personnelle qui est celle de son logement. Et cette question, c'est vraiment pour vous trois. Donc, je ne sais pas lequel des trois veut commencer à répondre sur ce terrain. Peut-être Yasmine Bouaga. Oui, alors moi je répondrais sur un terrain social et pas matériel. Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage donc sur la canicule de Chicago en 1995, qui est écrit par un sociologue et non pas par un épidémiologiste, c'est vraiment la dimension de vulnérabilité sociale, d'isolement social comme facteur déterminant de l'impact sanitaire, de la surmortalité en fait en période de canicule. Quelque chose qui s'est vérifié en France dans la canicule de 2003, et ensuite les pouvoirs publics en ont tiré des conclusions. L'une est bien sûr de développer les zones rafraîchies pour les personnes les plus vulnérables dans les hôpitaux, les EHPAD, etc. Mais l'autre, c'est aussi d'avoir des dispositifs de vigilance, de veille pour les populations plus vulnérables. À la ville de Lyon, on a un fichier canicule dans lequel on a notamment les personnes âgées isolées, alors qu'elles s'inscrivent sur une base de volontariat, bien sûr, mais on leur propose, lorsque dans les services sociaux, on se rend compte qu'une telle personne qui est en situation de handicap, qui vit seule chez elle, etc., et fait partie d'une population vulnérable, on propose de s'inscrire à ce fichier et on active le dispositif canicule, qui est un dispositif d'appel, en fait, pour
essayer de prendre soin, de s'assurer de l'état de santé des personnes et qui va jusqu'à aller rendre visite aux personnes si on se rend compte qu'il y a un problème. On développe aussi, là, cette année, dans le cadre du plan fraîcheur, aussi tout un aller vers avec des services civiques. Donc l'enjeu, c'est vraiment de tisser du lien social. Et pourquoi les villes, elles sont vulnérables, ce sont des lieux de vulnérabilité à cet égard, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vivent seules par choix ou par des aléas de la vie. Et il y a un risque d'isolement qui est particulièrement fort dans les grandes métropoles. C'est très paradoxal, mais c'est une réalité. Et à côté de ça, en face de cet isolement social-là, ce qu'on peut soutenir et développer pour y répondre et pour rendre la ville plus robuste face aux canicules, c'est tout ce qui permet de tisser du lien social. Donc, tout ce qui va relever de la solidarité, de l'aide, de l'aller vers, comme je l'indiquais, mais aussi ce qui permet aux personnes d'avoir une activité sociale, même en période de canicule, donc de pouvoir les accueillir dans des centres sociaux, de les accueillir comme on le fait dans les résidences seniors, qui pour les personnes qui vivent chez elles, mais qui peuvent aller déjeuner dans une résidence senior ou y passer un temps d'activité. Alors là, ça, c'est un lieu qui est à cet égard ouvert et également proposer, donc là on l'a testé cet été, une gratuité d'entrée dans les musées, des tickets de cinéma aussi gratuits pour que les personnes puissent sortir, aller dans des lieux rafraîchis aussi pour ne serait-ce que faire une pause par rapport à la très forte chaleur, et des lieux où elles peuvent aussi avoir des interactions sociales, parce que ces interactions sociales, en fait, elles sont aussi nécessaires pour pouvoir physiologiquement et psychologiquement résister à la canicule. Et donc il y a vraiment cet enjeu de cultiver la robustesse de la ville à travers ces interventions sur son tissu social. Je vous remercie justement Alain Vargas sur cette question-là. Voilà, qu'est-ce qui, dans la forme, prenons le quartier de la Croix-Rousse, des Pentes, cette typologie particulière, qu'est-ce qui permet à quels endroits il est possible de se reposer, en fait, prendre une espèce de respiration par rapport à l'extrême chaleur de certains épisodes estivaux. Ce que vient d'évoquer Delphine Boiga, il y a effectivement différents penseurs de ces sujets qui ont évoqué ce qu'ils appelaient des abris climatiques. En réalité, ce sont des lieux dans lesquels on peut ponctuellement, en cas d'extrême difficulté caniculaire, par exemple, se réfugier en y trouvant non seulement des humains avec lesquels partager cette difficulté, mais aussi le fait est qu'il est extrêmement difficile d'imaginer que tous les logements, tous les lieux vont être traités du jour au lendemain pour répondre à cette urgence du changement climatique et des périodes caniculaires, et qu'il faut bien trouver des moyens d'anticiper cela et d'aider malgré tout dans l'intervalle de temps des personnes qui sont en grande vulnérabilité. Bon. Donc ça, je pense que ce sont des outils qui sont des outils sociaux, vous l'avez dit, en fait, qui mettent à disposition des ressources existantes pour favoriser cette qualité de vie dans des périodes difficiles. Mais il y a un paramètre qui me paraît, moi, être trop souvent négligé, c'est le paramètre culturel. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, dans des sociétés comme les nôtres, qui sont technologisées, on va dire, on nous a souvent vanté les mérites d'une technologie qui supplanterait nos propres pratiques et qui finalement agirait à notre place pour contrôler notre température, notre consommation, notre protection solaire, ce genre de choses. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'il y a un petit problème avec ce genre de choses et que finalement il faut que les habitants, les individus quels qu'ils soient, reprennent la main sur le contrôle de leur propre environnement, et qu'il ne suffit pas d'avoir un smartphone équipé de la dernière application de technologie permettant de contrôler l'ensemble de son appartement, des interrupteurs jusqu'à la fermeture des stores.
pour se rendre compte que finalement, on est acteur et on doit pouvoir être acteur du contrôle de son environnement, en tout cas de la meilleure façon possible. On citait tout à l'heure, Delphine Boga citait le dispositif de protection solaire dans les logements des canuts. Ce qu'on appelle traditionnellement à Lyon des jalousies. Alors ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec le dispositif, mais ces jalousies sont des systèmes qui existent depuis très 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 longtemps. Ils sont contrôlés manuellement, il n'y a pas de robot pour les contrôler. Mais si personne ne sait à quel moment il faut fermer, ouvrir, contrôler, orienter ce dispositif, si on ne se protège pas de l'ouest aux bonnes heures et pas du sud aux bonnes heures, parce qu'on n'en a tout simplement pas conscience ou qu'on n'anticipe pas le fait que laisser son logement avec des volets ou des stores ouverts plein sud ou plein ouest toute la journée fait que quand on va rentrer chez soi aujourd'hui en soirée, on va crever de chaleur au sens littéral du terme. Donc il y a une question culturelle. Il faut que les individus sachent, apprennent, et je pense qu'il faut réapprendre à certains, bien évidemment, comment déjà, pas uniquement s'hydrater en buvant beaucoup toute la journée, mais en fermant ses... De l'eau, hein. De l'eau. Comment se protéger de l'ensoleillement direct, comment ventiler son logement. Alors ça, c'est une grosse difficulté dans les milieux urbains actuels. C'est qu'il y a énormément de logements, par exemple, qui ne sont des logements mono-orientés ou bi-orientés, donc pas des logements traversants, qui ne favorisent pas le transfert de l'air et donc l'évacuation des calories à certains moments de la journée. Ce qui veut dire que si il fait 40 degrés la journée et en soirée 35 degrés, que la température du logement ne baisse pas parce qu'on n'évacue pas les calories, et c'est quand même un problème dans les tissus anciens. Il y a beaucoup d'accumulation de chaleur et on a du mal à l'évacuer parce que l'aérolique générale, soit de l'urbanisme, soit des logements, n'est pas prévue pour cela, tout simplement, n'a pas anticipé ces problèmes-là. C'est une vraie difficulté. Je vous remercie. Kamel Righi, justement, qu'est-ce qu'il y aurait comme dispositifs, mesures, mais d'infrastructures sociales finalement qui permettent là aussi dans la Casbah, on parlait d'Alger tout à l'heure, aux gens, aux habitants, hein, de tenir face à des épisodes de chaleur très importants. Peut-être on revient à la question des pratiques culturelles. Hein. En effet, si vous aviez des éléments de précision à nous apporter. Alors, moi je vais faire un grand clin d'œil très amical à Michel Lusseau, qui dit de manière très très précise que finalement dans les différents acteurs des réalités urbaines, l'expert, le vrai expert, c'est l'habitant. Et en observant justement l'habitant, je vous donne un exemple très rapidement. Oui, allez-y. Si vous observez le quotidien des vieilles personnes à la Casbah d'Alger depuis longtemps jusqu'à présent, ils habitent bien sûr la maison, ils habitent aussi le quartier. Quand ils habitent les maisons, en fonction des heures de la journée, ils vont pas occuper le patio ou les pièces qui sont au niveau du patio ou celles qui sont à l'étage ou sur la terrasse aux mêmes horaires. Et quand il va voir ses copains pour refaire le monde ou pour jouer aux cartes, etc., dans le quartier qu'on appelle Huma, en fonction des horaires de la journée, ils vont pas s'asseoir dans n'importe quelle rue, à n'importe quel croisement de telle rue en fonction des horaires de la journée. Donc j'insisterai peut-être que l'observation de la pratique des réalités spatiales actuelles jusqu'à présent apporte des enseignements extraordinaires. Voilà. Non, mais c'est formidable, vous avez raison. Il faut qu'on regarde nos anciens, je ne sais pas comment le dire, mais en même temps, ça se confronte. Alors, je ne sais pas du tout pour Alger, mais en tout cas, ça a pu être observé en France, dans les villes, notamment sur les enfants.
On le voit, les gens, les parents, laissent de moins en moins les enfants pratiquer l'espace public de manière non accompagnée. C'est-à-dire qu'il y a aussi, et on le voit dans le livre de Klinenberg, il explique très bien ça, dans ceux qui résistent le moins, les plus vulnérables sont les plus isolés. Vous l'avez rappelé, Yasmine Bouaga. Mais en même temps, ce sont souvent, par exemple, les hommes, parce qu'ils n'ont plus d'interaction sociale. Et ils sont un peu mobilisés par ce que les médias racontent de la rue. Ils n'osent plus sortir dans la rue parce qu'ils sont obnubilés par un certain nombre de chaînes d'infos qui racontent une espèce d'enfer urbain. Et c'est ce qui les rend encore plus vulnérables. Et alors que les femmes qui ont des interactions sociales plus longtemps, avec leurs voisines, avec leur famille, elles hésitent beaucoup moins à descendre dans la rue pour aller dans le square papoter ou au bout de la rue chez l'épicier sous un ventilo. Donc il y a un truc aussi là qui se joue, qui me paraît assez inquiétant d'une certaine manière. Yasmine Bouaga, peut-être. Inquiétant, ou c'est une piste d'action de réconcilier les personnes avec l'espace extérieur. Vous avez cité la disparition des enfants de l'espace public, et nous, c'est vraiment à la ville de Lyon un leitmotiv de notre action politique de faire une ville à hauteur d'enfants, c'est-à-dire une ville où les enfants puissent se promener, parce que l'espace public sera davantage sécurisé par rapport aux voitures, il sera plus agréable pour les enfants pour jouer. Donc on a commencé par les rues aux enfants devant les écoles, qui sont à la fois des espaces plus sécurisants pour que les enfants puissent aller à l'école tout seuls sans qu'on ait peur qu'ils se fassent renverser par une voiture, mais aussi qui sont des espaces végétalisés, donc qui apportent davantage de fraîcheur. C'est vrai que c'est paradoxal, on est dans une ville où, et en France de façon générale, où les cours d'école ont été totalement bétonisés, et ce sont des îlots de chaleur horribles, au point qu'on, pendant les périodes de canicule, on interdit les enfants de sortir en récré. Donc là, il y a vraiment tout un travail à faire, à défaire cette bitumisation pour redonner de la place au végétal, refaire un espace où les enfants peuvent jouer en extérieur, où ce soit agréable. Et donc voilà, c'est un travail qui est à faire sur l'espace. Mais dans ce que vous avez dit, il y a aussi quelque chose de très important, qui est un travail sur le temps et sur les temps de la vie et leur adaptation en fait aux fortes chaleurs. Et là, on a effectivement à apprendre des pays du Sud qui ont des horaires de travail en fait différents en été, et c'est quelque chose qu'on a expérimenté aussi à la mairie du Premier depuis 2 ans, et donc l'expérimentation se passe bien, donc on va la continuer. C'est d'avoir des horaires d'été. On commence 1 heure plus tôt en fait en période estivale, donc les agents, la mairie ouvre 1 heure plus tôt, les agents finissent 1 heure plus tôt, et donc on bénéficie davantage de la fraîcheur matinale, et quand en milieu d'après-midi on commence vraiment à fatiguer de la chaleur, on peut rentrer chez soi aussi, se reposer. Et pour les usagers, ça fonctionne très bien, parce qu'ils peuvent aussi venir plus tôt le matin. Et ça, c'est pour l'instant expérimental, mais moi j'ai la conviction que c'est quelque chose qui va s'étendre aux services publics, aux différents domaines d'activité. On le voit dans les travaux du bâtiment, on le voit aussi, nous, dans les personnes qui travaillent aux espaces verts aussi, ils ont des horaires d'été pour pouvoir s'adapter aussi aux fortes chaleurs et avoir un rythme qui est aussi ajusté à cette problématique de l'été. Mais écoutez, je crois qu'on va en rester là. Notre heure est passée. Je vous remercie tous les trois, Yasmine Bouaga, Kamel Rigui et Alain Vargas. On n'a évidemment pas épuisé le sujet. Je garderai comme mot de la fin une ville à hauteur d'enfant, mais en même temps regardant très avec beaucoup de tendresse les pratiques des plus anciens, et peut-être d'une autre catégorie d'espèces dont on n'a pas parlé, que sont les animaux, parce que là aussi, je pense que ce soit les hérissons, les chouettes ou même peut-être les lombris, ont des pratiques qu'il faudrait qu'on regarde de près, puisqu'ils modifient leur comportement en fonction des températures. Je vous remercie tous les trois. Bonsoir. Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.